Bonjour à toutes et tous. Voici la suite de notre périple depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Le monde motard du 21e siècle a changé. Mais en quoi? Les voyages sont devenus des road trips. Le tout-terrain est devenu du off-road. J'ai quand même l'impression que le monde motard se la pète un petit peu plus, mais ça c'est aussi dû à un contexte général. Le monde de maintenant est plus sérieux que le monde d'avant, et c'est pas une qualité, hein. Il y a quelque temps, j'ai fait un tour complet des concessionnaires pour aller essayer toutes les dernières bécanes qui sortaient. En quelques mois, j'ai roulé sur 47 motos. Il ferait mieux de te trouver une fille, mon gars. Toutes marques confondues, principalement des grosses cylindrées. Sur les 47, en réalité, il y en a 3 ou 4 que j'ai retenues. Vous allez me dire, je suis sûrement difficile. Eh ben non, justement. J'aime suffisamment de genres de motos différentes pour estimer ne pas être difficile. J'adore les gros 4 cylindres. J'ai plusieurs gros monos. J'ai eu des twins, des 3 cylindres, surtout chez Triumph, mais aussi chez Yam. À vrai dire, j'aime tout. Mais ce qui importe pour moi, c'est d'avoir des vraies sensations. Maintenant que toutes ces bécanes freinent bien, tiennent bien la route, démarrent bien le matin, qu'elles ont laissé derrière elles tous les soucis d'avant. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qu'on ressent au guidon. J'avais retenu la 1000 Africa Twin, avant la 1100, la Triumph 1200 Scrambler XE, le gros twin, d'ailleurs j'en ai acheté une quelques temps après, la dernière 900Z Kawa, la Neo Retro, et puis la 1800 Indian Chieftains, parce que c'était un moteur incroyable. Hormis celle-là, toutes les autres m'ont fait l'effet de pâle copie. Toutes un peu les mêmes, alors déjà esthétiquement, toutes avec les mêmes bulles, et pléthore de boutons dans tous les sens. Et j'ai essayé aussi 2 fois la 1000 Kawa H2 avec le compresseur. C'est une moto démentielle. On a l'impression qu'on passe en vitesse lumière, et avec le bruit de la turbine. On était parti avec mon frère, lui il avait essayé la 1000 Versys. 1000 Kawa quoi, qui a déjà un bon moteur. Et moi j'étais à côté avec la H2. On s'est mis sur l'autoroute à 130, on a ouvert les gages tous les deux, et il m'a dit, je t'ai vu partir comme ça, comme une flèche. Attention quand même, parce qu'on peut vraiment vite se faire remarquer. Il y a quelque temps, des pilotes ont décidé de refaire des chronos avec leurs motos d'avant, des motos qui ont une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Par comparaison avec ce qu'ils font avec leurs bécanes actuelles. Quand ils ont essayé de les pousser plus, ils ont tous fini dans les graviers. Ce n'est pas leur qualité de pilote qui était mise en cause. Les motos de maintenant leur permettent de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avec les motos d'avant. Alors pour gagner quelques microsecondes en compétition, je veux bien, c'est le principe de la course. Mais dans la vie de tous les jours, à quoi ça peut servir de faire des motos de 200 chevaux qui sont bridées à 100 chevaux par l'assistance pour éviter de se mettre sur la roue arrière? L'été dernier, j'étais dans les Alpes, j'allais attaquer le col du Glandon avec ma MT-01 quand il y a un gars en Roadster BM qui est passé. Le Roadster à 150 ou 160 chevaux, je sais plus, celui qui a le moteur de la sportive. J'ai enquillé derrière lui, on a pris les virages ensemble, et après il m'a largué. Bah oui, dès qu'il est sorti du virage, il est ouvert en grand, moi... Mais je l'ai rattrapé au virage d'après. À chaque fois qu'il y avait une ligne droite, il me remettait un boulevard, et je le rattrapais au virage. Jusqu'en haut du col, ça s'est passé comme ça. On a fait l'élastique. Je lui ai dit, bah dis donc, on s'est bien amusé, hein, c'était une belle montée. C'est vrai qu'il faisait beau, il n'y avait pas grand monde, on a évité tous les cyclistes. C'était un jeune, il devait avoir 25 ans. Et il me dit, mais là, je vais la changer parce que je vais prendre le nouveau modèle qui est sorti. Je lui dis, celle qui a 200 chevaux? Il me dit, ouais, c'est ça. Il avait un Roadster de 160 bourrins, qui lui servait à rien dans les virages. Hein. Et il allait la changer pour une bécane de 200. Tout ce que ça va faire, ça va lui coûter un crédit plus cher, et qu'un de ces jours, s'il oublie une des assistances chéries, il va finir stratosphérisé. Alors les accidents là-dedans, j'ai consulté pas mal de données sur l'accidentologie des deux roues, et des motards en particulier, depuis 1970. Jusqu'en 1980, le pic d'accidents a été énorme. Et puis à partir des années 80, ça a commencé à baisser, régulièrement, jusque dans les années 2020. Attention, quand on parle du nombre de morts, par exemple, en moto, il faut toujours relativiser par rapport au nombre de motards qui étaient sur les routes.
dans les années 80, il y avait environ 800 000 motards en France. Dans les années 2015, on était à 2,5 millions. Les automobilistes sont aussi beaucoup plus nombreux. D'autant que beaucoup d'entre nous sont à la fois motards et automobilistes. C'est le bûcher! Pourquoi est-ce qu'à l'époque, il y avait plus d'accidents? Les motos étaient quand même nettement moins fiables et on tirait pas mal dessus. On n'était pas dans une obsession de la sécurité comme on l'est devenu maintenant. Les sociétés modernes sont quand même ultra sécuritaires pour tout. C'est juste. Et quelle que soit la tranche d'âge, le plus gros facteur d'accident, c'est la collision avec un autre véhicule. Et dans 70% du temps, le motard n'y est pour rien. Cette collision peut être accentuée par la vitesse de la moto. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas eu lieu, mais c'est un facteur aggravant. Et enfin, l'autre cause la plus courante d'accident, c'est la perte de contrôle. Et là, ça nous interpelle, parce que c'est une perte de contrôle avec les motos de maintenant, bardées d'assistance, pour nous éviter ce genre de problème. Pas content! Quand on prend la fiche technique d'une bécane de maintenant, c'est un petit peu comme les effets indésirables des médicaments, vous voyez. Je démarre avec l'ABS. Ça peut éviter des accidents. On voit bien dans les statistiques, malheureusement, que quand il y a un carton, on n'a pas le temps de freiner. Mais bon, admettons. Mais l'ABS en virage. Vas-y Charlie, tu peux arriver dans ton virage, même sur le mouillé, de toute façon, la moto, elle va pas bloquer et elle va pas se redresser. Les essayeurs eux-mêmes le disent dans leurs essais. Oh bah celle-là, on peut vraiment s'amuser avec, hein, parce que j'ai essayé de la planter dans le virage, et ben elle est passée quand même. Ça pousse les gens à ne pas anticiper en rentrant dans leur virage. Et à aller trop vite. C'est pas comme ça qu'on pilote une moto. Les suspensions actives, semi-actives, ou pas actives du tout, à part pour nous vendre des trucs qui coûtent un bras. Ou alors, ça veut dire que d'origine, les constructeurs mettent des suspensions pourries pour obliger à acheter les options. Oh, bah ça alors, ça serait bien nouveau quand même. L'antipatinage. Oui, ils appellent ça le traction control. Ce sont les Anglais. Oui, c'est parce que quand la moto est trop puissante, eh ben, si vous ne savez pas gérer votre poignée de gaz, vous risquez de déraper. Il y a l'anti-wheeling aussi. C'est pour ceux qui n'arrêtent pas de se retourner avec leur bécane. L'aide au démarrage. Ben oui, il faut bien aider les motards quand même, sinon ils calent. Les modes de conduite. Rien que le nom m'amuse. Il y a le mode pluie, au cas où on ne se rende pas compte qu'il pleuve et qu'il ne faille pas ouvrir comme un bourrin. Et patatrac, les giboulés. Comme ça, on peut quand même ouvrir, c'est pas grave, la moto, elle va s'occuper du reste. Le mode ville, eh oui, pour aller entre deux feux rouges, eh ben, faut quand même savoir comment faire, hein. Le mode route, enfin voilà, le mode route. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, le mode route. C'est pour rouler, quoi. Le mode sport. Ah, alors là, on rigole plus, on commence à attaquer. Pour la caisse, turbo! Et puis, il y a le mode hyper sport. Alors là, Appuie sur le petit bouton rouge. tout ça, c'est censé nous faciliter la vie et surtout nous éviter des problèmes. On est en train d'expliquer aux gens que c'est pas eux qui décident. Si vous avez appuyé sur le bouton, eh ben c'est trop tard. Si vous êtes en mode pluie, eh ben tant pis pour vous. Vous pourrez pas aller aussi vite qu'en mode sport. Bientôt, on va nous inventer un mode brouillard. On n'y voit plus rien. Donc ne roulez plus. Attention, c'est le mode du lundi. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a le mode du lundi? Ben, le lundi, on n'a pas envie d'aller travailler. Et là, il y a le mode du vendredi. Et ben, c'est l'inverse. On se dépêche de rentrer parce qu'on va partir au week-end. Hein, il y a le mode copain, il y a le mode chien, il y a le mode... Non, mais... Le concessionnaire qui m'a prêté la 1260 Multistrada Ducati m'a donné comme argument de vente que si j'essayais toutes les combinaisons possibles de toutes les assistances et tous les modes, j'en avais 50 000. Il m'aurait dit 5000, déjà j'aurais regardé avec des yeux tout carrés. Mais même s'il m'avait dit 500, et pour lui c'était un argument de vente. Et puis il y a ces assistances intrusives. J'ai eu pendant quelque temps une Triumph 1200 Scrambler XE, qui est très efficace en tout terrain. On pouvait déconnecter le traction control. Je traversais un champ complètement boueux, et d'un seul coup, pouf, plus de motricité à l'arrière. Je me retrouve planté dans le champ, et j'avais beau ouvrir les gaz, mais il se passait rien derrière. J'arrive à sortir à la moto de l'endroit, je me fais chier, je récupère la route, puis j'arrive chez moi, j'appelle le concessionnaire de chez Triumph qui me dit « C'est normal, quand vous avez moins de 5 litres dans le réservoir,
l'ordinateur de bord décide qu'il faut remettre le traction control. Parce que sinon, vous allez consommer trop d'essence et vous risquez de tomber en panne. Avant d'aller faire du tout-terrain, il faut que je fasse le plein d'essence, parce que si mon réservoir est aux 2/3 vide, je vais me retrouver dans la merde comme tout à l'heure. À chaque fois, on décide pour moi de ce qui est bien ou pas. Je suis Zaza. Je suis Zaza. Il va y avoir aussi, comme en voiture, les détections radar devant et derrière, pour éviter qu'on s'approche trop d'une voiture, et pour nous prévenir si quelqu'un va nous foncer dedans. Voilà, des fois qu'on oublie de regarder ses rétros. La détection des angles morts. Dans vos rétroviseurs, ça va biper, pip, pip, si quelqu'un essaie de vous doubler. Alors, c'est vrai que les probabilités pour qu'on se fasse doubler en moto sont moins grandes qu'en voiture, mais en fait, on n'est jamais à l'abri de se faire griller par un scooter ou un vélo électrique, hein. Il y a le régulateur de vitesse adaptatif. C'est la moto qui va décider de la vitesse à adopter en fonction de la circulation. Et puis les dernières technologies, c'est la moto qui tient toute seule sans béquille. On tombera plus. Il y a quelque chose dont je préfère même pas parler. Vous vous souvenez quand on était petit, sur notre vélo, on avait des petits trous à l'arrière pour pas tomber, parce qu'on avait 3 ans. Puis à un moment donné, nos parents nous ont enlevé les roues, on est parti en faisant et puis au bout de 5 minutes, on a fait bah oui tiens on peut, c'est vachement bien en plus, on peut pencher, voilà. On est tous passés par là à un moment donné, on nous a enlevé les roues. Eh bien, ils veulent nous les remettre. Ça s'appelle les roues stabilisatrices. Franchement, au début, j'ai cru que ça, c'était un canular. C'était le Gorafi ou un truc comme ça. C'est en train de se développer pour que les gens, à l'arrêt, ils puissent rester comme ça sur leur moto. Puis même, des fois, on ne sait jamais, quand on prend un virage, tout va marcher comme sur des roulettes. Cette Harley-Davidson est équipée de roues stabilisatrices, afin que son pilote puisse en toute confiance se promener sur un parking sans casque. Pour optimiser au maximum la sécurité, le cascadeur est équipé d'un masque facial. Ceci pour pouvoir résister à la pression du vent. Ouh là là, mais tu en as des belles de roulettes, hein. Tu en as combien? Une de chaque côté? Vas-y mon chéri, vas-y, je te regarde, continue. Maman, j'ai peur, il y a un gros trou devant. Je vais jamais arriver à le passer. Mais si mon chéri, voilà, c'est bien. Ouh là là, pas trop vite, hein. Sinon si tu penches, tu tombes, je te l'ai déjà dit. Sois prudent. Bon, je m'arrête parce que ça va être l'heure de mon goûter. Non, continue, encore une fois. Après le goûter. C'est bien. Eh vas-y, pédale. Mamie, tu me filmes? J'ai rien pensé. Non, rien. J'en ai même vu, en tout terrain pour éviter de glisser, qui arrive dans la flaque pleine de boue, il y a les petits trous qui se déploient, au sortir de la flaque, les 2 petits trous se relèvent et ils continuent. J'en suis resté sans voix. Toutes ces assistances entraînent une perte de sensation. Elles aseptisent la conduite. Elles nous éloignent de la réalité du terrain. Si vous êtes un vieux briscard et que vous avez eu l'habitude de rouler sur des trapanels, vous allez certainement trouver du confort à une partie des assistances. Et vous allez vous dire, je les utilise à bon escient. Tu t'es fabriqué un déambulateur? Si vous êtes plus jeune et que vous démarrez avec ce genre de moto et que vous n'avez jamais connu le reste, il vous manquera le ressenti. Et si un jour vous essayez une moto qui a 10 ou 15 ans de moins, faites attention au premier virage ou au premier freinage, parce qu'elle ne vous le pardonnera pas. Et puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Dans le prix d'une moto, il y a des milliers d'euros qui sont dus aux assistances. On devrait avoir le choix de les prendre ou pas. La moto est en train de devenir un produit de luxe,
un produit de loisir, et non plus un véhicule qui sert à se faire plaisir, non plus un véhicule qui sert à se déplacer. Et tout ça, c'est pour que maintenant, on s'adapte à toutes ces nouvelles normes, et qu'on plie. J'ai du mal à courber les chines. L'âge, sans doute. Autour de moi, tous mes potes ont acheté des bécanes modernes. Et la plupart en sont très satisfaits. Et vous me direz, faut vivre avec son temps. C'est vrai que j'ai un problème avec ça. Mais bon, mon métier, c'est de parler du Moyen-Âge. Soyez les bienvenus. À Salvaterra. Je dois avoir un côté passéiste. C'est pour ça que je continue à rouler sur des bécanes des années 80, 90, 2000. Sur la route, maintenant, on croise plus tellement des motos d'avant 2010. À part pour les rencontres de collectionneurs. Ce qui fait que quand je roule avec des potes, ils ont tous des motos de maintenant. Ce qui me permet d'avoir un point de comparaison. En réalité, la plupart du temps, je roule tout seul. Je trouve que ça correspond vraiment à la philosophie de la moto, d'être tout seul à son guidon, sans aucune entrave, en totale liberté. De s'arrêter où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, chose que tu peux pas faire quand t'es à plusieurs. C'est bien d'alterner les deux. Discuter avec les potes quand on fait des haltes, c'est quand même vachement sympa. Voilà. Alors je ne pense pas qu'on ait fait le tour, parce que il reste tellement de choses à dire. Envoyez-moi vos commentaires. J'espère qu'on ne sera pas d'accord, comme ça mettra un peu de piment dans les discussions. En attendant, prenez soin de vous, bonne route, et à la prochaine. Salut!